j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour nos deux invités qui ont eu le courage de venir ici malgré le vent, le tout, etc., le soleil et ces fichus virus. Mesdames et messieurs, un tonnerre de bruit pour Giulio Britti et Arben Marancourt. Donc, comme vous le savez, nous avons un micro qui va se balader dans la salle, donc levez la main si vous avez une question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez pas timide, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes, mais des réponses rigolotes. Si vous n'avez pas le micro de suite, continuez à lever la main, on se rappellera de vous pour la suivante. Donc, avons-nous des courageux? Je sais que ça digère, mais enfin, il est quand même 15 heures. Pas de courageux? Ah, merci, messieurs. Vous avez dit l'option? Bonjour. C'était pour savoir quelle était votre meilleure anecdote de tournage, celle que vous avez le plus aimée sur le tournage. Sur Harry Potter, bien sûr. Ah, ok. Oui, enfin, il y en a eu plusieurs. D'abord, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous, de partager cet petit instant, cet après-midi bien ensoleillé. Et merci de nous accueillir. Très bonne idée d'être à l'extérieur, génial. Bon, c'est la première fois qu'on est à l'intérieur. Par rapport à votre question, écoutez, ça a été, à un moment donné, est-ce que vous vous souvenez de cette scène de bataille qu'on a avec Gary Oldman, Sirius Black, Jason Isaacs et Daniel Radcliffe, la bataille après que le Mange-Mort arrive dans le 5. Si vous voulez, on faisait le contre-champ avec Gary Oldman. Et donc j'étais ce qu'on appelle nous la eyeline, c'est-à-dire son regard. À cet instant, donc j'étais à côté de l'assistant caméra, ce qu'on appelle le focus puller, c'est lui qui fait les points, qui est une personne très importante dans l'équipe. Et c'était un Polonais, donc c'était l'assistant de Sławomir Idziak, qui est un grand directeur de la photo, qui a fait beaucoup de films avec notamment Krzysztof Kieslowski. Enfin bref, j'étais vraiment au taquet avec Gary, parce que Gary, c'est extraordinaire, c'est un petit bonhomme, pas très grand. J'étais surpris d'apprendre qu'il est plus petit que moi. Enfin, beaucoup plus grand, vous m'avez dit, monsieur. Mais une boule d'énergie. Il était à fond dedans. On s'est balancé les baguettes. Et à un moment donné, en mouvement, l'assistant caméra, qui était un énorme Polonais, m'a donné un coup d'épaule. Bah, je suis tombé. J'ai fait comme ça. Je suis tombé de l'autre côté. Sauf que le regard, mais c'était pas supposé de tomber. Le regard de Gary, c'est là où j'ai vu le grand comédien. Moi, je suis tombé, j'étais pas supposé tomber. Vous savez, son œil n'a pas bougé. Il a tenu l'œil. Il a tenu comme ça. Il me voyait tomber. Une fois, il arrive et il s'est énervé violemment en disant Why did you push the boy? Why did you push the boy? Il allait presque le frapper. Il était hors de lui. Et il me disait mais pourquoi tu enfin, bref. Et c'était en même temps un partage d'amour. C'était pas, voilà, c'était étonnant de voir quelqu'un à ce point-là concentré. C'est-à-dire que normalement l'œil va bouger. Enfin, si vous tombez, voilà, mon œil va faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'aurais fait. Et lui, il a tenu, il a été concentré. C'était une grande leçon de cinéma pour moi. Merci. Yeah. Hello, everyone. So, a funny anecdote. While I was shooting Quran, let's say it was the second week of shooting, so it was everything pretty much new to me. I'm originally from Rome, and if you know, Italy has a lot of different communities and different accents and stuff. So I'm from the center, and the Roman dialect is a very, very intense one. And up in the north, it's completely different. In the north, you have a mountain area, and the history goes back to Austria. So they have another history than we have, and their way of speaking is completely different. So I had to put a lot of work into that, to managing that new accent and a new dialect to speak. And we were shooting the scene, and it's in the 4th episode.
after the church scene outside when there's a fight. And we did a couple of takes. My part was going outside and stopping the fight. And the director said, okay, that's good, we can work with that, but let's try something more intense. And I was trying to keep this different accent, this different dialect on me. And if you know about acting, when you act truly, genuinely from your heart, sometimes some other things come out. So we go for this take, and action, camera rolling. I go outside, and I see the fight, and I go like, Levante! And suddenly I speak so Roman from where I'm from, and it just completely ruined the take, because it was a pretty good one, but that couldn't go for my character, because I was supposed to be a local from that place, and I came out with that Roman accent. Alors en fait voilà, c'était pendant l'anecdote qu'il a raconté de ses comics, en fait pendant la deuxième semaine de tournage, donc à peu près l'épisode 4 de la série Couronne. Donc la série se passe en fait justement dans le nord de l'Italie. Et en fait, je sais pas si vous le savez, bon, comme un peu comme en France, les dialectes sont différents, les accents n'ont pas la même pas. À Paris et à Toulouse, forcément l'accent n'est pas le même. Heureusement, ça plus de saveur ici, on sait. Et le problème c'est que voilà, lui il est de Rome. Et l'accent romain est un accent qui est très fort, qui est très intense. Donc il a dû vraiment camoufler cet accent parce que vu qu'il tournait dans le nord, c'est proche de la frontière autrichienne, donc l'accent n'est pas du tout la même, le dialecte est complètement différent. Donc son père a dû voilà, beaucoup travailler pour avoir cette manière de parler, pour le rendre vraiment authentique de la région. Et le problème c'est qu'à un moment, il devait tourner une scène où il devait arrêter un combat qui se passe à la sortie d'une église, donc dans l'épisode 4. Donc il faut quelques prises, et le réalisateur dit bon ok c'est bon, ça passe, ouais, mais en fait, peut-être plus intense, plus d'intention. Et le problème c'est que quand on joue la comédie, on va puiser dans ce qu'on a en soi. Et à un moment, il y a des choses qui ressortent sans qu'on le veuille. Et le problème, c'est que la prise suivante, il est passé en mode full romain, qui collait pas vraiment du coup au dialecte local. Donc alors c'était très bien, mais alors du coup ça colle plus du tout. Donc voilà, le problème c'est que voilà, son accent d'origine est complètement sorti et qui ne collait plus du tout ni à la scène ni au personnage. Donc, il a fallu tout refaire, ce qui est d'autant plus paradoxal et dommage parce qu'en fait la prise était plutôt bonne. Ensuite, nous avions un monsieur. Ah voilà, notre veston. Le micro est bon, vous pouvez le. Thank you for coming. Thank you very much for coming. J'avais une question pour monsieur. Avec un nom de famille impossible. Non, ça va, je vais vous dire, mon nom de famille en fait veut dire porte-étendard, donc vous pouvez m'appeler porte-étendardiste. Pardon. Monsieur porte-drapeau. Comment avez-vous été. Avez-vous trouvé une différence? Quelle différence avez-vous trouvé entre les tournages aux États-Unis pour Harry Potter et les deux que vous avez fait en France pour Taken et Nicky Larson? Ah oui, très bien. Différence de tournage, de méthode. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, merci pour votre question, parce que effectivement, vous savez, pour moi, au fur et à mesure que j'ai eu la chance de faire des tournages dans différents pays, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'il n'y avait pas de cinéma américain, français, allemand, albanais, japonais, qui est avant tout le cinéma. En fait, c'est vraiment une famille de cinéma. Après, les méthodes peuvent varier, mais pas essentiellement. Je dirais que la différence de Harry Potter, la différence avec tous les autres films, pas seulement avec les autres films Taken ou Nicky Larson ou d'autres, mais c'est que c'est une machine beaucoup plus complexe. Vous savez, plus nous sommes sur un tournage, plus c'est lent. Pour moi, ça a été le tournage le plus lent que j'ai vécu. Et en même temps, il y avait ce confort que la production nous avait mis en place, c'est-à-dire juste d'être là et d'attendre, de faire un seul plan dans la journée. Sauf que ce plan-là était au moment où il fallait le faire. Je me souviens très bien d'un plan où je devais sauter en arrière
Et je me rends compte qu'en fait, si je ne sautais pas bien, je risquais d'avoir une commotion cérébrale. Et c'est là où j'ai compris pourquoi le gars me faisait up to you boy. Up to you, c'est à toi maintenant. Et que c'était la seule fois où il y a eu un seul plan. C'est-à-dire que l'organisation était telle, il y avait plus de 3000 personnes sur le plateau. Chaque plan que nous faisions demandait beaucoup d'effets spéciaux. Donc il fallait être extrêmement patient et garder son énergie pour être présent à l'instant, à la seconde où on te demande. Je dirais que cette différence-là était majeure d'Harry Potter, de tous les autres films. Les autres films, finalement, les méthodes de tournage, plus ou moins se ressemblent. Hein. Après, on peut faire des films d'auteur, on peut faire des films à grand budget, moyen budget, etc. Mais pour nous, comédiens, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de tenir le rôle. Et or, dans Harry Potter, même si moi j'ai été surpris qu'on m'accorde autant d'importance pour un rôle que je n'estimais pas être... Et en fait, j'ai compris plus tard que oui. Parce que pour eux, chaque rôle était extrêmement important et qu'il fallait le défendre en tant que tel, en tant qu'entité. C'est-à-dire que, comme dans Shakespeare, hein, si vous voulez, d'ailleurs, J.K. Rowling, pas pour rien, c'est pas inspiré pour rien, c'est que la moindre entrée sur scène est comme la vie et la mort. Voilà. Et en tout cas, voilà cette organisation impressionnante qu'il y avait autour de chaque plan qui m'a surpris. Hein. D'ailleurs, j'ai été très heureux parce que du coup, quand ils m'ont rappelé, je fais bah, merci, ça va. Ensuite, monsieur. Attendez. Le micro arrive. Ce serait encore une question pour Monsieur Porte-Étendard. C'est par rapport à ses rôles, notamment pour Tekken et notamment pour Tekken. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un peu le rôle de l'antagoniste, du méchant qu'en pensez-vous personnellement? Écoutez, je vais vous répondre sincèrement. J'avais passé le casting pour Taken. Le casting a été fait à Londres, Los Angeles, Paris, mais je ne connaissais pas le scénario. On cherchait un grand méchant dans tout Paris et j'ai été choisi pour être le grand méchant. Bon, c'était plaisir d'être le grand méchant. Mais quand j'ai lu les scénarios, j'ai eu un coup de colère. Colère envers les scénaristes sur certaines choses. Ceux qui ont vu le film comprendront. Mais pas pour jouer un méchant. Un comédien ne juge jamais un personnage. Un personnage est important, quoi qu'il en soit. Un comédien ne doit pas dire le personnage il est méchant, il est beau, il est héros, il est lâche, il est tout ça. Un personnage, c'est un être humain. Et un être humain est aussi lâche, est aussi assassin, est aussi violent, mais peut être aussi touchant et peut être aussi poétique. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à défendre dans ce personnage, une certaine note de dignité de salaud que j'ai aimé entre les lignes de certaines scènes, et je me dis, mais qui je suis, moi, pour refuser une scène avec Liam Neeson? Tais-toi et fais-la. Voilà. Et après, ça a été vraiment un grand plaisir. Hein. Sur le plateau, ça a été encore plus surprenant que je ne le pensais. Voilà. Et effectivement, voilà, j'ai eu la chance d'être et protagoniste et antagoniste, mais avant tout, et rien que pour ça, c'est souffler avec un personnage qui est important. Et c'est ça qui nous porte. Voilà. Y a-t-il d'autres? Alors, n'hésitez pas, rappelez-vous que nous avons deux invités, donc si vous avez des questions qui puissent du coup s'apporter à nos deux invités, ce serait d'autant plus intéressant d'avoir deux expériences, deux points de vue différents sur vos questions. Mais moi, ça serait une question encore pour Julien. Désolé. Je voulais savoir par rapport à la mort de Lupin, qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Quel effet suivant a été pour vous que ça soit votre personnage, Dolores, qui est tué pour les Lupin? Parce que sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez eu des remarques, vous, qu'est-ce que vous avez fait personnellement ce film?
Oui, en fait, oui, je me souviens l'avoir lu. En fait, je vous dis que Dolohov est un personnage qui est inspiré de Guerre et Paix, de Tolstoï. Hein. J.K. Rowling, en fine connaisseuse de la littérature et des mythes mondiaux, elle a fait à chaque fois un personnage tiré d'une histoire. Donc Dolohov, au départ, était peut-être un grand blond, russe, imposant, dangereux. Bref. Sur le set, je lis, au moment où le livre est sorti, je lis que c'est un brun, mince, sec et nerveux. Je me suis dit, tiens, il faut me rappeler. Bon, voilà, donc ils vont me rappeler, et quand j'ai lu le passage de Thibaut Marron, ça m'a fait un petit peu, ça m'a un peu touché au cœur. Je me dis, ah non, ne tue pas, ah t'es un assassin. Oui, je suis un assassin. Je disais, un comédien, donc il faut accepter le rôle, le temps que n'aime pas juger. Même pas juger dans la situation, mais la vivre avec. Après, voilà quoi, c'était un peu dans le moment subconscient, le truc, oui, attends, t'es pas gentil toi, t'es pas gentil, hein, t'es pas gentil. D'ailleurs, mon fils, il me dit, papa, pourquoi tu joues que le méchant? Et quand il m'a vu en un rôle où j'étais un berger dans un ville indien, il dit, en fait, t'es pas si méchant que ça. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, comment est-ce que vous arrivez en tant que comédien, que ce soit how do you find yourself as a comedian, as an actor, comment vous trouvez cet équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière de chaque personnage, qu'il soit antagoniste ou protagoniste? How do you find this balance between light and darkness in your characters, be it a good guy or a bad guy? Well, the first thing you learn as an actor is to never judge your character, I'd say. So this is very important because acting is all about you want to feel empathy for everyone. So you try to understand everyone, and be it a dark person or a light person, they all have a story, they all went through some circumstances that made them become the person they are. And if you get a good look at what happened and where they come from, you will certainly find good and bad in every human being, I think. And as life is all about balance, I think there's a lot of intuition and of impulses playing a big role in balancing a character, because intuition is the insight in the heart, and through that, following your impulses, you will get a grasp or a feel of who that person is and how to portray it. And I'd say that's my approach. Le plus important en fait, c'est de ne jamais juger un personnage, qu'il soit bon ou mauvais, c'est surtout de le comprendre. Parce qu'on ne peut pas arriver à faire ressentir les émotions qui sont prises sur la page, rendre le personnage réel, si on n'arrive pas à comprendre. Au final, dans la vie, tout est une question effectivement d'équilibre. Tous les personnages mauvais ne le sont pas à la base. Il y a quelque chose, il y a un trauma, il y a un changement dans la vie, il y a une éducation, il y a quelque chose qui a fait que ce personnage est passé du mauvais côté. Donc c'est arriver à comprendre cette partie-là, comprendre la part d'ombre du personnage sans pour autant la juger, essayer de comprendre. Et à partir de là, une fois qu'on arrive vraiment à saisir quel est le cœur du personnage, quel a été son cheminement, quel a été son parcours, à partir de là, en tant qu'acteur, ça leur permet du coup de vraiment savoir où chercher dans leur propre passif, dans leurs propres émotions, pour arriver à retranscrire ce qu'il faut pour rendre le personnage réel. Oui, je vais juste rajouter une chose, qu'effectivement, parfois, on est confronté à des personnages qui peuvent nous troubler, pour lesquels on peut avoir une révolution physique. Moi, mon approche du travail est d'abord d'appréhender de la manière physique, comment le personnage est physiquement, se tient physiquement, comment il marche, ce qu'il ressent physiquement, organiquement, comment il est. Le mental, ça revient en dernier lieu du travail. Et effectivement, ça m'est arrivé de lire quelque chose et d'avoir vraiment je ne peux pas. Puis petit à petit, de chercher quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement, mais dans la distanciation. Parce que heureusement qu'on a ça. C'est Brechtien, Brecht, bien parlé de ça, nous a aidé beaucoup, parce qu'il y a Diderot qui a parlé du paradoxe du comédien, etc. Pourquoi un comédien peut être mieux que quelqu'un en vrai?
Vous savez, hein, c'est tout le paradoxe du théâtre et du cinéma. Pourquoi quelqu'un qui joue un roi peut être plus crédible qu'un roi? Sauf que c'est pas un roi, c'est l'autre qui est le roi. Voilà. Et puis, bon, ça m'est arrivé effectivement de refuser un truc parce que émotionnellement, me bouleversait dans quelque chose que, vous savez, je viens du Kosovo, j'ai vécu des guerres, comme toute ma famille, comme ma grand-mère, tout ça, et il m'est arrivé à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui était inacceptable. Inacceptable parce que c'était un mensonge historique par rapport au lieu qui avait lieu. Et donc je dis ça au réalisateur, et j'ai refusé. Et c'était quelque chose vraiment lié à quelque chose qui était vraiment, c'était l'inverse. Il avait renversé les choses. Et donc j'ai eu un rejet physiquement, j'ai très sauté. Donc voilà, ça m'est arrivé. Après, comme je disais, comme il a dit très bien, parce qu'il faut qu'on cherche l'empathie pour les personnages. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne les juge pas, on ne juge jamais un personnage. Mais il y a des moments, et c'est là où est la chose la plus intéressante, c'est qu'on peut se dire des choses, mais une fois quand on les fait, quand on est traversé, ben ça c'est autre chose. Et ça c'est la magie dans l'art. Effectivement, on peut avoir de l'empathie, on peut assumer qu'on est méchant, à un moment donné, en le faisant, il peut avoir littéralement voilà, quoi, le corps qui réagit. Et ça, c'est les surprises du tournage, et c'est presque la magie d'incarner un personnage. Voilà. Ensuite. Bonjour. Moi, en fait, j'avais une question pour les deux comédiens. C'était quoi vos premières impressions des acteurs sur le tournage? This question is for the both of you. What were your first impressions of the rest of your castmates? So, well, the first day I met part of the crew, the cast was at the end of August last year. We met in Rome for the costume and fittings, and it was very interesting because I was waiting outside. I was early, and I thought, let me get on time and not like be that guy who comes early and maybe they're not ready. So I was just waiting. And then this guy comes outside, and it was Luca, Luca Castellano, the guy who plays Lucas in the series. And I looked at him, I'm like, okay, because he has a really interesting face, and it works just perfectly for the material and the genre. So that was the first person I met. Right after I met Federico, which. We immediately got along well because we found out we live very close by. He actually lives just 5 minutes away from my place. So being from Rome and from that area, you just vibe together in a way. And generally with the rest of the cast, it was all very pleasant because I really saw that, I mean the young kids like me, they're all, they all come from different realities, but they all we all met in a reality where we were all pretty much pretty down to earth and pretty wanting to do this and wanting to go there and find these things out about these characters and really try things out. And it was just fun because the energy was good and it was it really got me to do more and to be part of that production. Alors en fait, il a tout d'abord rencontré en fait le plus gros du casting en fait directement lors des essayages de costumes qui se passaient à Rome en août de l'année dernière. Et en fait, bon, il est arrivé un petit peu en avance. Et il dit, je veux pas être le mec qui arrive en avance et qui est obligé d'attendre tout le monde. Du coup, il a attendu dehors. Donc voilà, il a attendu que les gens arrivent. Et en fait, le premier qu'il a rencontré, c'est l'acteur qui jouait le rôle de Lucas. Et quand il a vu en fait ses yeux, il a ah ouais, d'accord. Ok, c'est ce genre de casting qu'on a. Et effectivement, voilà, il s'est rendu compte que beaucoup de personnages, les acteurs avaient quelque chose vraiment qui était physique, des gens qui dévoraient l'objectif. Après, le reste du casting, voilà, ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y en a quelques-uns qui habitaient Rome comme lui, notamment Federico, qui du coup, habitant très très proche de lui, il y avait une sorte de petit côté, voilà, c'est comme quand on rencontre un Toulousain quand on est à Paris. Oui, je parle beaucoup de Toulouse et Paris, mais au moment où on se comprend, voilà, c'est une sorte de petit côté, t'es de chez moi, qui les a aidés de beaucoup se rapprocher. Et ce qui était le plus intéressant, c'est le fait que vu
tous les acteurs jeunes étant plus ou moins de la même génération, ils avaient tous cette fraîcheur et cette envie. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment développer les personnages? Dans quel sens on peut aller? Cette envie vraiment de creuser dans le même sens et de vraiment rendre ces personnages le plus réels possible et d'aller plus loin dans leur recherche au niveau de la narration. Donc ils ont tous partagé ça, ce qui a créé une énergie, une dynamique absolument géniale entre eux et qui du coup a rendu le tournage très agréable. Alors, si je te réponds par rapport à... je vais parler d'Harry Potter, hein, parce que si je parle d'autres films, ça va être pas du tout intéressant. En fait, la première impression, c'était très intéressant, parce que bon, en venant d'étrangers, nous n'étions pas nombreux, les comédiens étrangers. Je crois qu'on était quelques-uns. D'ailleurs, à l'instant, moi j'étais le seul, hein, et heureusement qu'il y avait dans l'équipe technique ailleurs, parce que, bon, je fais partie de ma famille, c'est les étrangers, donc voilà. Et ça m'a surpris, il y a quelque chose qui m'a surpris à l'instant où je suis arrivé, la différence des chaises. Alors là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne pensais pas que les Britanniques sont encore dans les castes. En fait, ils sont complètement dans les castes. Il y avait des chaises comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Puis pourquoi ça? Effectivement, il n'y a pas eu de la Révolution française là-bas, hein, donc ils n'avaient pas encore coupé les têtes des rois, et c'est resté comme ça. Et donc effectivement, il y avait les grands halls, il y avait les grandes chaises, comme s'ils avaient besoin des grandes chaises, et plus petits comme ça. Donc forcément, je suis arrivé dans les petites chaises. Sauf que le réalisateur m'adorait, parce que j'avais travaillé avant avec lui. Je me souviens très bien d'un comédien, dont je ne citerai pas le nom, qui me snobait. Il ne m'avait pas dit bonjour, j'avais dit bonjour à tout le monde. Et au moment où il a vu le réalisateur venir me serrer dans les bras, et m'embrasser parce qu'il était content que je sois là, et d'un coup il est venu me parler. Et après, ça a été un grand amour. Ça a été un grand amour, un grand partage. Et notamment avec Helena Bonham Carter, que j'adore parce que, voilà, bref, on cherchait des gammes, ce qu'on appelait des gammes de jeu par rapport à la chorégraphie, comment balancer les spers. Et jusque-là, il n'y avait pas de gamme de dire ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. On les cherchait. Elle est arrivée, elle a fait comme ça. Elle est arrivée, elle a regardé. You, I want to work with you. Come here. Bref, c'était un grand amour avec tous les comédiens. Vraiment, ils sont femmes que j'étais à un merveilleux voyage de travailler avec des comédiens fantastiques comme ça. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à bien lever la main. Oui, là. Bonjour, donc j'ai une question un peu plus générale. Qu'est-ce qui vous a mené vers le métier d'acteur? Et est-ce qu'il y a un film ou un acteur en particulier qui vous a poussé vers ce métier? How did you end up in acting? Is there a particular actor or actress who really inspired you into becoming an actor? Well, acting's always been like my dream since I was a kid. I started out as a pianist. That was my first like big passion. And after I went into the martial arts and pursued that for quite some time. But I always knew that one day I would be an actor. And it sounds very cliche, but I just fell in love with movies from small on, and I have to say that when I then started pursuing it and actually doing it, I found it out to be even much more than I thought it would be. Because when you don't know anything about movies and nobody in your family ever has been an actor or anything to do with, you see actors, you think they learn their scripts and they recite their lines and that's it. But there is such a big, tremendous world beyond that. And it's all about getting to know yourself and creating connection between you and the character, you and the audience, and you and the cast members and everything. So I discovered it to be much, much more than I thought it could be. And it gave me a lot because I learned a lot about who I am, and I feel like this profession is teaching me and making me discover what I want to do with this life and what I want to give back to life. Movies, I watched a lot of stuff.
I mean, I'd say I just love Robert De Niro and Al Pacino's movies. They're just two of the all-time greatest, and I could watch all of the movies again and again. So I'd go with that. I always do that. Don't worry. Alors, sa première passion, enfin, il a toujours su qu'il quitterait comédien. Il y a quelque chose dans sa tête qui disait un jour c'est ce que je ferai. Il a d'autres passions avant, il y a eu le piano, puis ensuite les arts martiaux. Donc il a commencé par du judo, puis du muay thai, puis du MMA. Donc il s'est vraiment lancé là-dedans. Et puis un jour, voilà, il a décidé de poursuivre ses passions. Donc il est parti pour la recherche des vaccins, etc. Et en fait, avec le temps, il s'est rendu compte que, de manière presque naïve, il ne se rendait vraiment pas compte de ce que l'univers du cinéma représentait. Il y avait cette vision très simpliste un acteur, il prend son texte, il récite son texte et ça s'arrête là. Et au final, en fait, lorsqu'il s'est vraiment rendu compte de ça, de tout le travail d'introspection qu'il pouvait y avoir, de recherche sur soi-même, pour se connecter au personnage comme on en a parlé tout à l'heure, il s'est rendu compte, il a découvert beaucoup de choses sur lui-même. Il s'est rendu compte qu'il voulait faire ça encore plus qu'il ne pouvait en avoir envie avant. Donc voilà, il y a une sorte de réalisation qui lui a permis de savoir ce qu'il voulait faire de la vie, ce qu'il voulait rendre à la vie qu'il pouvait recevoir, qu'il avait pu recevoir. Il y a eu une sorte d'épiphanie, de réalisation sur tout ce que ce travail demandait, ce que le travail pouvait apporter et que lui pouvait ensuite apporter en retour. Donc voilà, après des films, il bouffe encore et encore, comme nous tous, mais s'il devait choisir un ou deux acteurs vraiment référence de par leur univers et la manière qu'ils ont d'interpréter leur personnage, ce serait Robert De Niro et Al Pacino. Et pour regarder leurs films encore et encore sans jamais s'arrêter et surtout sans jamais s'en passer. Merci pour votre question. Écoutez, je crois qu'il y a quelque chose dans l'art du comédien. Il y a effectivement une projection que nous faisons nous-mêmes. Et effectivement, moi, je faisais des transhumances petit. J'ai gardé les vaches dans les montagnes, un peu comme les Pyrénées, comme ça. La montagne s'appelle Montagne Maudite. Et donc voilà, j'avais du temps à réfléchir, à rien faire. Il n'y avait même pas d'électricité, rien. Donc je lisais beaucoup la littérature. C'est la littérature qui m'a donné l'envie, en fait, de m'imaginer dans des films. Pas des films eux-mêmes, vraiment la littérature. Et puis petit à petit, voilà, l'occasion. J'avais passé un long chemin, après je vais passer dessus parce que c'est vraiment très personnel, hein, la recherche. Voilà, que voulez-vous, on vit dans un monde individuel et il n'y a rien de s'accomplir mieux individuellement son ego que l'art du comédien. Hein. Donc, voilà, on caresse notre ego en permanence. Notre ego monumental est nous-mêmes. Voilà. Jusqu'à l'instant où on réalise que si on dépasse l'ego, là on peut vraiment entrer dans le personnage. C'est un travail effectivement long et épuisant, mais c'est tellement agréable quand on règle ses problèmes avec son propre ego. Voilà. Ceci dit en passant, il y a heureusement des comédiens qui nous inspirent, des collègues plus anciens, des ancêtres, dont il y en a beaucoup, hein. Mais en France par exemple, moi j'ai été émerveillé par Piccoli. Il m'a toujours émerveillé par sa manière d'incarner les rôles. Trintignant. Et bien, dans les années 30 aussi, lui jouer par exemple, me fascinait. Ça c'est pour la France, mais si j'ai des comédiens aussi albanais de chez moi, Bekim Femio, qui a joué Ulysse avec Irène Papas, et j'ai même rencontré des gitans héros. D'ailleurs, quand j'ai travaillé avec Tony Gatliff, c'était son comédien préféré. D'ailleurs, il avait réussi, il m'avait demandé son numéro, il a pris l'avion, il est allé le rencontrer, il voulait le convaincre pour jouer dans le film, mais lui, il avait eu entre-temps une attaque cérébrale, il ne pouvait plus jouer. Enfin bref, c'était un comédien bouleversant. Et heureusement, il y a dans le métier ce qu'on appelle, ce qu'il a Peter Brook, qui est un des maîtres du théâtre au monde, il appelle la verticalité dans l'art. C'est-à-dire qu'on a des points de référence. Quand tu fais quelque chose, tu penses à quelqu'un, parce qu'il a fait ça tellement beau, tellement fort, qu'il nous amène vers ça. Voilà. Et Bruno Ganz, par exemple, parmi les comédiens européens, chaque fois que je le vois dans chaque film, chaque instant, il me bouleverse, parce qu'à chaque fois, il est juste. Il est plus que juste. Il a une petite folie qui dépasse la justesse. Et ça, c'est fascinant. Après, les comédiens américains, on les adore, etc. Voilà.
Alors, nous avons le temps pour une dernière question. Aucune pression, et ça marque toute la conférence. Que direz-vous à quelqu'un qui voulait faire acteur plus tard? What would your advice for someone who would want to become an actor? Well, I think the best advice I can give you is just do it. Just do it. Personally, I already said I've been in piano, martial arts, and a bunch of different stuff. I realized one thing that is just so important, that if you don't think about it, things just will work out. Okay, so if you want to be an actor one day and you think like that's your way, just do it. Just do it. Don't think about it, not one day, about what, if, how, when. No. If you have passion and you know it and you feel it and you want to do that, just do it. Last time. Alors pour paraphraser Nike, just do it pour le coup. Non, son conseil à lui serait de ne pas hésiter, vraiment d'y aller et de foncer. À chaque fois que tu vas te remettre en question, à chaque fois que tu vas te... est-ce que tous les questionnements qu'il va y avoir, certes, sont importants, parce que c'est pas non plus un parcours ni quelque chose dans lequel il faut se lancer de manière irréfléchie. Mais les questions superflues sont vraiment celles qui vont systématiquement ralentir. Comme il le disait, oui, il a fait du piano, il a fait des arts martiaux, mais il a toujours eu cette envie, et c'était au moment où il a eu le déclic du non mais c'est bon, j'y vais, voilà, je m'arrête plus, j'y vais, je fonce. Et voilà, il y a un moment, la passion te portera. Si tu as cette passion au cœur, elle te portera. Et voilà, il faut juste ne pas hésiter. Oui, bah, si ce que tu as envie de faire, vraiment, ne coupe pas ton rêve. Va vers ton rêve. Prends-le. Quoi qu'il arrive, bon, dans le rêve, il peut y avoir des moments de cauchemar aussi, mais il ne faut pas avoir peur de moments de cauchemar. C'est pas grave, après le cauchemar peut arriver l'apaisement. Et donc, va, essaye, va, suis ton rêve. Prends des cours, c'est important de prendre des cours, c'est important de se renseigner, de lire. En fait, je suis un peu parfois surpris de choses qui se passent parce qu'on vit dans une époque où les choses se font trop rapidement. Et on se pense qu'avec une seule photo, avec une seule chose. Donc ce n'est pas grave. Voilà, heureusement, il y a des magnifiques livres, il y a des cours de théâtre très solides aussi en province, partout. Il y a des compagnies de théâtre qui font un magnifique travail localement. Et il ne faut pas hésiter d'aller vers eux parce qu'au-delà de ça, c'est une belle rencontre. Pas forcément pour devenir comédien plus tard. Au plus ça, le théâtre aussi, il est riche. Moi, je dis une chose, hein, à tout comédien qui veut faire du cinéma, fait du théâtre. Si tu n'as pas fait du théâtre, arrête de faire du cinéma. Et je suis radical là-dessus. Parce que j'ai vu des comédiens du cinéma, qui font du cinéma, mais qui ne sont jamais devenus comédiens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est bon, il faut arrêter à un moment donné. Emma Thompson, elle a dit récemment, on m'amène des Instagramistes en face de moi, ils n'ont jamais pris un cours, rien du tout. Pardon, excuse-moi, je m'éloigne un peu de ce que tu as dit. Donc c'était juste pour te dire que oui, il faut vraiment aller vers le rêve et n'hésitez pas à prendre des cours. Et surtout, ce qui est beau, c'est que tu vas rencontrer d'autres gens, d'autres qui ont le même rêve que toi. Et c'est ce chemin, le théâtre et le cinéma se font ensemble. C'est un art collectif. On ne le fait pas tout seul. On ne devient pas tout seul. On le devient ensemble avec les autres. Voilà. Gentlemen, thank you very much for this.